Salut Robin. Salut Jim, Bon, cette fois-ci, on se retrouve chez toi. voilà, on est plutôt sur mon terrain, dans ma zone de confort, et je suis ravi de t'accueillir ici pour continuer un petit peu la discussion qu'on a eue la dernière fois. Alors je voulais commencer, moi, on est dans une ville à Boulogne qui est assez populaire, où on a le nord de la France est quand même réputé pour avoir une certaine ferveur pour le sport, et notamment le basket. Il y a des gros publics, avec par exemple le Portel qui est juste à côté. Je voulais savoir un petit peu, c'était quoi ton rapport avec les supporters, que ce soit durant les matchs ou en dehors des matchs quand tu les croises dans la rue. Je sais pas trop quelles interactions tu peux avoir avec eux, quel rapport tu as avec certains. Ouais, alors c'est assez particulier puisque moi je viens d'une ville, enfin j'ai joué longtemps dans une ville où les supporters étaient très présents aussi. Ok. À Poitiers, on avait un très très bon public et c'est on va dire des connaisseurs de basket, tu vois, genre tu peux parler un peu avec ces personnes-là. Et je suis arrivé un peu, Olivier m'avait prévenu un peu, il me disait ah, tu verras quand tu vas arriver ici, les supporters sont assez présents et on le voit, chaque événement, chaque match, ils sont là et par contre dans la salle on le sent, on le ressent, tu vois, il y a des salles où des fois la salle est pleine mais t'entends pas forcément les supporters vraiment, tu vois, Mm. les fans je dirais. Et ici on est assez choyé à ce niveau-là, tu vois, parce qu'il y en a Ouais, on a pas eu mal. des belles petites ambiances quand Ouais, même. ouais, c'était sympa. Je repense au match contre Berck notamment, Ouais. à guichet fermé, qui était assez spécial, puisque forcément il y a une petite histoire entre les deux clubs, mais en dehors de ça, c'était un match avec du bruit, de la ferveur, et en fait on joue vraiment pour ces moments-là. Mm. Et c'est assez particulier parce qu'en fait, c'est des supporters qui nous donnent beaucoup, mais ils nous demandent aussi beaucoup, tu vois. Et Mm. je sais que deux, trois fois, on a eu deux trois interactions pas forcément agréables, tu vois, sur des moments où je sais que on a notamment peut-être des fois la saison dernière où il y a des matchs cette saison où je pense que ils étaient un peu, on va dire, moins contents de notre prestation, tu vois, et ils nous Mm. le font ressortir. Et inversement, quand on fait un super match, ils sont là aussi, ils sont présents, ils nous le montrent et c'est important, tu vois. Bon, je te dirais pas que c'est important de nous montrer quand ça va pas, mais c'est quand même particulier. C'est quand même particulier, Ouais. même si je pense que l'amour que le public nous donne, on doit le rendre aussi, tu vois. Ouais. Et je pars de ce principe-là. Et après, je pense que dans la ville ou quoi, c'est toujours agréable de parler et de discuter avec des gens qui te parlent, qui te reconnaissent, qui te disent ah ben super le match et tout, alors que tu les connais pas plus que ça, tu Ouais, vois. c'est Mais ça. ça crée une proximité, je trouve, Mm. entre les gens. Ouais, mais Et tu parles de la déception de certains. C'est vrai que, tu vois, je me souviens du match contre Orchi. ouais. Là-bas, ils font le déplacement. Et on perd. Et ouais, à la fin du match, tu sens que eux, ça leur pèse personnellement et ils te le font ressentir. Après, pas méchamment, mais tu sens que c'est important pour eux et que mine de rien, eux, ça les touche aussi la victoire et la défaite Ouais. au-delà de nous, quoi. Mais après, c'est à l'image un peu de la ville, tu vois, les supporters, un peu, c'est un peu monsieur, madame, tout le monde. Il y a des gars qui se lèvent à 4 5 heures du matin pour aller travailler, tu vois, à Capécure, tu vois. Enfin, la ville, elle est faite comme ça, tu vois. Et forcément, c'est des gens qui, eux, ils charbonnent et ils attendent que l'équipe de leur ville charbonne aussi. On est dans une petite ville. Et quoi, il doit y avoir 40 000 habitants sur Boulogne, tu vois. Et en gros, on représente leur ville aussi. Et tu vois, je pense que cet état d'esprit-là de travailleurs, de battants, parce que clairement, hein, C'est vrai. c'est un peu le leitmotiv, tu vois. Et je pense que clairement, cette atmosphère-là, ils s'attendent à ça Mm, mm. quand une équipe est construite, en tout cas à Boulogne, et c'est ce qu'ils attendent, tu vois. Et après, je dirais que dans plein de villes, c'est ça. Après, t'as des villes où c'est autre chose, tu vois, c'est quelque chose d'autre qui est prôné. Mais là, clairement, c'est un peu le thème, on va dire. Ouais, non, c'est sûr, mais c'est vrai que tu vois, par exemple, dans une grande ville comme Toulouse, Mhm. la salle était pleine, mais il y avait absolument aucune ambiance. Mhm. Et je pense pas qu'il y avait moins de monde que quand on joue à domicile ici, mais tu sens qu'il y a une ferveur différente. Et c'est vrai que nous, on a la partie COP et t'as tout le reste de la salle, mais tout le reste de la salle n'est pas forcément non plus silencieux. Voilà, peut-être au début du match, c'est pas le moment où c'est le plus réveillé, mais en fin de match, tu sens vraiment que les matchs serrés, en fait, le Havre, bah là, le dernier match Fougères, tu sens que là, toute la salle est en fusion. Et franchement, du banc, ça donne une ambiance de fou. Alors, je sais pas si vraiment vous le ressentez en tant que joueur sur le terrain, j'imagine oui, mais vous êtes quand même focus. Mais est-ce que ça change de jouer dans une salle vraiment qui est comme ça,
ou de jouer dans une salle où il n'y a pas forcément beaucoup d'ambiance comme on a pu avoir cette saison? Moi, je pense que ça soit à domicile ou à l'extérieur, c'est toujours quelque chose de jouer devant un public, tu vois. Mm. Que ça soit le tien ou celui de l'adversaire. C'est parce que pour avoir connu la saison Covid à ce Ah ouais. moment-là à Poitiers, je te dis, on avait l'impression d'aller à l'entraînement à chaque fois, tu vois. Et quand on a eu le retour du public sur les quelques derniers matchs de la saison, c'était monstrueux. Ouais. Et pourtant, là, il y avait des jauges, hein, tu vois. Et tu vois, c'est peut-être les moments où on prend le plus de plaisir, justement, parce que t'as ce truc où en fait t'es un peu un gladiateur au milieu de l'arène, tu vois, avec Mm. des gens qui te regardent et tout et qui attendent de toi, bon, pas forcément du spectacle, mais tu vois, t'as ce truc où en fait c'est toi qui fais le show, tu vois. Mm. Et c'est un peu ça, même si on a tous notre personnalité un peu dans la façon dont on gère la chose, mais il y en a qui jouent avec le public énormément, tu sais qu'il y en a qui vraiment, genre, communiquent On a avec, besoin de ça. ouais, tu vois, moi je suis pas un gars, on va dire dans les blairs, comme on dit, mais tu vois, il y a des gars, chaque panier, en fait, ils le célèbrent, Ouais. tu vois. Et c'est leur moyen de vraiment kiffer. Je connais des gars, tu ne les reconnaîtras jamais dans la vie de tous les jours et sur un terrain. C'est deux Ah, personnes c'est sûr. différentes, Ah, tu c'est vois. sûr. Et il y en a justement qui se transcendent grâce à ça, tu vois. Et ça passe par ça. Et les matchs où il n'y a pas de public, les gars, ils ont dit, mais non, mais c'était horrible pour moi, tu vois. Alors que, Ah. et des fois, tu peux même passer à côté parce que justement, t'as pas senti ce truc, tu vois. Et je dirais pas que c'est une excuse, mais tu vois, t'as des trucs comme Ah, ça mais c'est vrai, ouais. qui te portent, qui te poussent. Et tu le ressens, tu vois, quand t'es en fin de match et que c'est dur et que tu mets un panier important et que toute la salle commence Ouais, à ouais, crier et ouais. tout, ouais, Ah, tu ça le vois donne bien. l'énergie pour défendre. Ouais. Mais même sur le banc et tout, tout le monde se lève et tout à chaque panier, des trucs comme ça, quand t'arrives vraiment en fin de match et que c'est serré et tout, et tu vois, tu vois, Ah t'as ouais, envie non, de te c'est lever sûr. à chaque truc et tout le monde se lève et tout, ça c'est monstrueux. Bon, c'est mieux d'être sur le terrain que sur le banc quand même, à ce moment-là. Ouais. Sinon, tu fais comme moi, tu stresses sur le banc, quoi. Et tu t'encourages comme tu peux, mais bon, t'es vite limité, quoi. Non, c'est sûr. Non, c'est cool. Et je voulais aussi aborder un autre sujet totalement différent. Là, on arrive en fin de saison. Mhm. On est en fin du mois de mai. Comment tu abordes la off-season, le moment où ce qu'on pourrait appeler les vacances, entre guillemets, où la saison se termine, avant de reprendre la pré-saison qui va débuter en août dans la plupart des clubs. Comment toi tu gères cette période-là? Est-ce que tu prends des vacances? Est-ce vraiment des vacances où tu coupes toute activité sportive? Est-ce que tu maintiens quelque chose? Est-ce que tu es accompagné là-dedans? C'est quoi un peu ton programme? Bah alors, c'est assez simple, puisque moi, après, cette saison, je vais changer de club. Et dans le changement de club, il y a un peu comme une petite passation de pouvoir entre les deux staffs. Donc, notamment, je sais que le préparateur physique que j'aurai dans mon nouveau club va devoir du coup rentrer en contact avec toi Ouais. pour échanger. Comme c'est Mm. arrivé quand toi t'es arrivé, en fait, Complètement. t'as pris les infos avec l'ancien préparateur qui lui aussi avait pris les infos avec l'ancien préparateur. Ouais, bien sûr. Parce que forcément, tu as besoin de connaître le joueur, les pathologies, et des fois, malheureusement, et c'est un peu dommage à notre âge ou à notre niveau, que certains joueurs ne se connaissent pas forcément suffisamment et t'es C'est obligé vrai. de demander à un professionnel ou quoi, alors que bah, des fois, je pense que t'as des gars qui connaissent suffisamment bien leur corps pour en parler. C'est vrai, mais c'est vrai que nous aussi, comme on est au quotidien avec vous, qu'on bosse avec vous, on a aussi une autre vision. Vous avez d'autres Euh, regard. je sais que tu vois, toi vis-à-vis de ton genou, peut-être que tu as encore des restrictions, mais moi je vais dire, bah écoute, sur tel mouvement, là moi je vois pas du tout de différence. Par contre, là je vois que sur sa réception, il est encore beaucoup sur la hanche plutôt que le genou. Mm. Toi, c'est les infos que moi je vais pouvoir donner, que tu vas peut-être pas penser Ouais, non, c'est sûr. à ce moment-là, quoi. C'est sûr, après, oui, bah, tu as ton expertise, forcément. Et après, bah, il y a ce petit moment-là. Après, forcément, nous, on a terminé un petit peu plus tôt puisqu'on n'a pas fait les playoffs. Mm. Donc là, on reste encore, on va dire, pour profiter que les coachs soient encore là, que par exemple, le préparateur, toi, en l'occurrence, vous êtes là pour continuer à travailler. Puisque, bah, on va reprendre globalement en début août, la première semaine d'août. Et bah, entre mi-mai jusqu'à du coup début Ouais. août, bah, en fait, ça fait Ça deux fait mois, 2 mois et demi, c'est beaucoup. Ouais. 2 mois et demi. En 2 mois et demi, sachant qu'à partir de 2 3 semaines, si je fais rien, bah, je vais perdre du muscle, je vais perdre de la force, je vais perdre de l'explosivité, je vais tout perdre. Donc l'idée, c'est justement de continuer à maintenir un peu un minimum sans forcément trop taper dedans. Mhm. Et après, moi, ce que je fais en général, c'est que là, je vais continuer. Je vais couper un peu à un moment. Je sais pas trop quand, mais je vais pas couper trop longtemps, puisque je me rends compte plus, on va dire, je vieillis, je suis assez jeune encore, mais plus je vieillis, plus si je fais de trop longues coupures, la reprise est compliquée. Même pour moi, pour me remettre en route, et forcément, après ce qui m'est arrivé, je suis obligé de travailler tout le temps.
Et j'ai un travail important à faire de maintien, j'ai des choses à corriger aussi, parce que forcément, vu que la saison elle a commencé, je l'ai prise en cours, donc Ouais, c'est ça. fallait que j'aille, on va dire, vite sans que ça soit dangereux, mais j'ai d'autres choses à travailler justement pour solidifier le tout. Mm. Et après, moi je vais prendre des vacances forcément, mais je serai obligé de travailler avec quelqu'un. Moi j'ai l'habitude de travailler avec un préparateur physique, Guy Elmire, en Guadeloupe, chaque été. Et chaque été, on fait nos séances, on travaille par exemple la cheville ou l'endurance, que ce soit en montagne, à la plage. Enfin, j'ai l'avantage d'être originaire de la Guadeloupe et j'ai toute ma famille là-bas. Et donc, dès que je rentre là-bas, j'ai un terrain de jeu qui est immense, quoi. Ouais. Entre l'eau, des fois, il y a des endroits, la zone où l'eau, elle est à cette hauteur-là, au niveau de mon genou, et que pour travailler dans l'eau avec de la résistance, c'est intéressant. Il y a de la montagne, il y a du plat, il y a de tout, quoi, tu Mm. vois, et on peut travailler un peu partout, et forcément, travail en salle, et travail sur le sable, d'explosivité, de réactivité, de force, de puissance, et tout ça, tous ces petits trucs-là vont me permettre d'arriver bien prêt pour la saison, et prêt à attaquer et tuer le SEMB l'année prochaine. Bah, on verra ça, hein. Franchement, je te le souhaite, mais je sais que ça n'arrivera pas. Mais c'est le risque, hein. Bon, c'est le jeu. Mais bon. Donc, ouais, non, c'est ça. Et après, toi, par rapport à ça, moi, je sais que tout l'été ou en général, moi, j'ai une montre connectée. J'ai une montre connectée et je sais que d'autres joueurs de l'équipe, ils ont par exemple le système Whoop, Ouais, le bracelet à eau. les bracelets Whoop ou d'autres marques. Et toi, par rapport à tout ton suivi, toutes tes applications et ce que tu mets en place, comment tu vois ça et comment ces données-là pour toi elles t'intéressent ou dans quelle mesure en fait tu les utilises? Cette année, j'ai pris le parti de pas les regarder, Mhm. dans le sens où certains joueurs l'avaient, d'autres non. Et en partie pour me simplifier la vie, mais aussi pour d'autres raisons un peu plus techniques, j'ai décidé de vraiment avoir tout sur le même pied d'égalité avec le suivi uniquement avec les ressentis. Donc on peut noter de subjectif, mais en fait la réalité c'est que si je fais faire un effort à quelqu'un et que je lui demande de courir 10 mètres, si je considère qu'il a couru à telle vitesse ou que ou je considère qu'il a fait 10 mètres à telle vitesse, si je lui fais le même effort demain, je vais considérer que c'est le même effort. Alors que si je prends son ressenti, peut-être que ces 10 mètres-là, en sprint, auront été beaucoup plus faciles que la veille, ou inversement pour X ou Y raison extérieure ou inhérent à la séance. Et donc je suis vraiment parti là-dessus. Mais dès la saison prochaine, j'aimerais pouvoir intégrer en fait les données des joueurs qui ont des whoops. Alors, on n'aura pas le budget, je pense, pour avoir chacun une ceinture cardio Ouais. ou chacun un GPS, ce qui se fait actuellement beaucoup dans les gros clubs. Mm. Donc, je vais essayer de me baser là-dessus pour construire quelque chose qui vienne aider mon diagnostic. En fait, si j'ai plus de données, des données qui vont être pour le coup cette fois-ci dites objectives, Mhm. ça va peut-être me permettre de valider ou d'invalider certaines hypothèses que j'ai en fonction de mon ressenti. Maintenant, je vois quand même un gros biais dans toutes ces montres et ces outils, c'est qu'ils sont basés sur des algorithmes qui sont pas forcément, qui sont donc communs à tout le monde, mais qui sont pas forcément adaptés à chacun. En plus, ils font pas du tout part de la différence de perception. Et donc, ça va vraiment être une aide plutôt qu'une base de travail. Je veux vraiment l'apporter en plus plutôt qu'autre chose. Et puis surtout, les calculs que fait ton Apple Watch, c'est pas les mêmes que fait le Whoop. Donc peut-être que là, je vais avoir un indice de sommeil, mais qui n'aura rien à voir avec l'indice de sommeil du Whoop ou l'indice du sommeil de n'importe quel autre membre de sport. Donc c'est pour ça que j'essaie de vraiment le prendre avec parcimonie et de vraiment prendre du recul là-dessus pour pas partir pleine balle et me dire ah ouais lui il a bien dormi donc on peut continuer. Non, ce qui va rester le plus important c'est votre ressenti parce que c'est votre connaissance de vous-même qui me paraît la plus importante. Mm. Par contre, je vais essayer d'intégrer au maximum ces données pour pouvoir compléter mon analyse. En fait, je trouve ça aussi quelque part un petit peu ridicule de dire non, je veux pas du tout de données objectives, Ouais. parce qu'elles sont là, elles sont de plus en plus précises et elles peuvent m'aider.
le truc, c'est de ne pas se perdre dans ces données objectives qui sont très séduisantes, très bien présentées, mais parfois pas du tout corrélées à la réalité, ou alors qui peuvent être totalement justement décorrélées à cause d'une perte de contexte en fait. Si j'ai juste les données, mais que j'ai pas le contexte, je vais pouvoir extrapoler ce que je veux. Alors que si j'ai un retour du joueur, son ressenti, en plus j'ai ces données objectives, là je vais pouvoir vraiment construire une réflexion autour de, ok, comment telle séance a impacté le joueur et comment telle durée de récupération a impacté le joueur. Ça veut dire que là, aujourd'hui, je peux mettre telle hypothèse en place pour qu'il soit dans la bonne charge de travail pour continuer à progresser, donc pas être sous-entraîné ou pas être surentraîné. Donc c'est vraiment l'objectif, tu vois, de pouvoir amener ça sans dénaturer le principe de base. Ok. Et du coup, par rapport à ça, t'analyses comment, toi, les données de sommeil ou tout ça? Genre, quand par exemple, tu vois, moi, ça m'est déjà arrivé, par exemple, avec ma montre. Je sais que des fois, je fais des nuits, notamment en cette période où il fait super chaud, je dors très mal. Mm. Et elle me dit, bah, vous avez très bien dormi, tu vois. Et par rapport à ça, tu vois, genre, si moi, un jour, j'arrive avec toutes mes données, toi, tu vas les traiter, ok, tu vas avoir un œil objectif, mais à quel moment vraiment tu vas te dire que là, franchement, ça, je prends pas en compte, et je me dis que ça, en vrai, je préfère complètement le ressenti que la donnée, et inversement, à ce moment-là, bah, cette donnée-là est intéressante, donc du coup, je la prends. Ça va dépendre en fait à chaque fois. Mais par Ok, contre, si j'ai un doute, ouais, tu vois, cette année, c'est ce que je faisais, c'est que si à un moment je vois qu'il y a 2, 3 jours où, attends, là, il y a des marqueurs qui ont dérivé de façon inhabituelle par rapport à comment ils évoluent pour toi d'habitude. Mais je viens de parler, et c'est là où, en fait, bah, regarde, moi j'ai ça, j'arrive le matin avant l'entraînement, qu'est-ce que t'en penses et tout, puis là tu me dis, ouais, ça fait 3 jours que je dors pas du tout. Ok, bon, ça c'est intéressant. Mais vos différents marqueurs d'état de forme sont pas forcément toujours liés de la même façon entre eux. Peut-être que pour toi, le sommeil va avoir une grosse importance sur la fatigue. Je te prends un autre exemple. Jeff, son sommeil est quasiment pas du tout lié à sa fatigue. ok, C'est-à-dire que quand je fais une analyse statistique qu'on appelle une analyse de réseau, en fait, les marqueurs vont se placer dans l'espace. C'est une forme de graphique avec des liens plus ou moins importants en fonction de comment évolue tel marqueur. Si, imaginons, dès que la fatigue augmente, le sommeil diminue, ben, je vais avoir un lien important. Si par contre, quand la fatigue augmente, ben, l'évolution du sommeil, elle semble pas corrélée statistiquement, mais je vais considérer qu'en fait, ben, c'est peut-être pas le sommeil qui te fatigue. Par contre, je te prends l'exemple de Jeff, mais c'est pas les vraies données. Peut-être que pour un joueur, le stress va générer beaucoup de fatigue. mm, Et donc là, pour tel joueur, je sais que si on est dans une situation stressante, ça va générer beaucoup de fatigue. Pour toi, par exemple, si je sais que on va se coucher tard après un match, quoi que ce soit, je sais que le lendemain, tu vas peut-être pas être super opérationnel parce que ta fatigue va mm, être élevée et je sais que elle est liée à ton sommeil. Et ça, c'est vraiment indépendant. Et c'est pour ça que tu vois, à la fin, c'est toujours la discussion qui vient gagner le truc. Parce que ok, ta montre, elle peut te dire, ah, ça fait 4 jours que tu n'as pas dormi. Moi, mes données, elles peuvent me dire, ah bah ça fait 4 jours que j'ai bien dormi. Ok, ben on en discute, qu'est-ce que tu en penses? Ah, c'est vrai que je trouve que je suis pas fatigué, pourtant j'ai mal dormi. Ok, et c'est là-dessus qu'on se base. ok, d'accord. Ouais, c'est vrai que des fois, tu peux faire des petites nuits, et au final, ça va très bien. Mais oui, Ouais, complètement. ok. Et par rapport à ça, on va reprendre la petite question que tu m'avais posée avant. Toi, comment tu le vois un été, comment un basketteur devrait préparer sa off-saison pour justement arriver bien comme il faut, du coup, pour la saison d'après, quoi. Mais là encore, ça dépend des gens en fait. Euh, il y a des joueurs qui vont besoin d'être tout le temps sollicités, qui vont aller faire des tournois de 3-3 par exemple l'été, parce que ils ont un besoin de toujours jouer. Là, on a des joueurs qui ont terminé la saison, qui vont essayer d'aller dans d'autres championnats internationaux pour aller finir des playoffs dans tel club. Ça arrive de temps en temps. Mm. Tu as d'autres joueurs qui vont avoir besoin de couper. Vraiment, bon bah là, je coupe 2 semaines. Tu me parles plus de basket, tu me parles plus de sport, et puis après je reprends progressivement. Donc ça, c'est vraiment dépendant de chaque personne.
ce que je pense, moi, dans la globalité, ça casse pas trois pattes à un canard, c'est que je pense qu'il faut quand même couper. Sur une saison, je prends l'exemple de notre saison qui a été intense. On a eu beaucoup d'entraînement, beaucoup de présence. Il faut aussi apprendre à couper pour repartir un peu sur une nouvelle page. Une semaine, 2 semaines, ça me paraît être déjà pas mal, tu vois, pour vraiment passer à autre chose. Et ensuite, ça veut pas dire que pendant ces 2 semaines-là, faut rien faire comme sport. On peut avoir une activité, mais qui peut être totalement autre. Ça peut être aller faire un padel, je sais pas, aller faire du canoë, faire autre chose. En fait, ça va permettre de maintenir le corps dans une semi-activité, mais de changer la tête. Parfois, ça fait du bien de ne pas avoir de ballon, de pas avoir de salle de muscu, de pas avoir de terrain, quoi. Et puis ensuite, progressivement, reprendre un travail cardio, reprendre un travail de préparation physique. Alors sur l'été, on peut beaucoup travailler sur le travail de force, qu'on n'a pas forcément le temps de développer dans une saison, parce que la saison, en fait, elle s'enchaîne, surtout en N1, elle s'enchaîne très rapidement avec soit un match par semaine, soit même 2 matchs par semaine. Donc on n'a pas vraiment le temps de développer les qualités physiques. Donc l'été, c'est aussi un moyen, tu vois, sur un mois et demi, de vraiment prendre le temps de bosser avec quelqu'un, de travailler les qualités physiques de fond, travailler la force, peut-être travailler un peu d'hypertrophie, peut-être même un petit peu d'endurance de force, même si c'est pas ce qui nous intéresse le plus au basket. Ça peut toujours être utile. Et puis d'aller crescendo en fait dans le temps sous tension, dans les charges qu'on va mobiliser, pour arriver en pré-saison, être prêt physiquement à encaisser les charges de muscu, mais aussi sur le terrain. Et puis avoir un travail de cardio progressif pour arriver en fait en pré-saison avec la variation de charge la plus petite possible. En fait, il faut que ce soit vraiment progressif dans l'été pour que la pré-saison ne soit pas un pic de charge. Parce que si on arrive là, ben, on est sensible à des blessures. Alors, c'est pas forcément des grosses blessures, hein, mais ça peut être des petites entorses à répétition, des trucs qui nous font perdre du temps, ou tout simplement des tensions tendons d'Achille, tu vois. Ça, c'est un truc qu'on a eu cette saison avec un joueur qui est arrivé, je pense, un peu trop désentraîné. Nous, de notre côté, on ne s'est pas suffisamment adapté, donc on a repris fort. Et en fait, cette dynamique de charge complètement cassée a généré ces douleurs tendons d'Achille qui ont pris en fait des mois à disparaître de gestion de charge individuelle, de renforcement, alors que peut-être on aurait pu complètement les limiter ou voire même ne même pas les avoir si on avait vraiment eu une charge qui était progressive en fait. Ok. Donc c'est ça, peu importe ce que tu vas faire en ta pré-saison, que la charge que tu aies à ta reprise soit pas beaucoup plus importante que la charge que tu avais avant. Ok. Ok. Oui, c'est assez clair. Alors, concernant, alors tu nous as dit que tu étais guadeloupéen, Ouais, mais si je me trompe pas, t'as pas grandi, t'as pas passé ton enfance en Guadeloupe, si? si t'as rien compris. Mec, tu Ah, veux j'ai que rien pas de compris. la... C'est pas Ouais, grave. j'ai rien compris. Si, je suis arrivé quand j'étais en cinquième. Ouais. Ok, donc tu as grandi en Guadeloupe. Ouais. Est-ce que tu t'es dirigé directement vers le basket? Est-ce que ça a été ta première activité? Est-ce que tu étais déjà à un profil de grande taille ou est-ce que tu as grandi après? Quel a été un peu ton parcours? Est-ce que tu as fait d'autres sports aussi avant d'arriver dans le basket? Ouais, alors, moi, j'ai toujours été grand. Toujours été grand, toujours été grand. J'ai toujours été un peu costaud. Même Ok. très costaud à un moment. Ok. Très costaud. Et bon, j'étais pas hyper fit non plus. Et non, surtout, j'ai toujours bougé, quoi, tu vois. Et quand j'étais plus jeune, j'ai commencé par faire de la natation. Ok. Par faire de la natation. Je suis pas un hyper bon nageur maintenant, franchement, même si j'en ai fait plus jeune. Et après, j'ai fait beaucoup de tennis, puisque mes parents étaient inscrits au club de tennis de la ville d'à côté, tu vois. Et Ok. on y allait souvent, puisque ma mère avait cours de tennis, mon père en avait, et du coup, bah, au moins, ma soeur et moi, on était inscrits aussi. Et le tennis, j'ai fait quelques années, et j'étais pas plus bon que ça, tu Ok, vois, ouais. genre, c'était pas plus que ça. J'ai fait un petit peu de volley aussi. Et, mais après, le basket, j'ai commencé, ouais, quand j'avais 10 ans. Et je faisais aussi du basket, un peu de tennis, tu vois. Mais bon, à ce moment-là, tu sais, tu as un entraînement semaine, et donc tu peux faire les deux, tu vois. Ouais, non, c'est Et cool. après, c'est vraiment quand j'avais 16 ans que j'ai commencé à vraiment intensifier le truc, tu vois, Ouais. à m'entraîner plus, à jouer déjà dans un meilleur niveau, des choses comme ça. Avant, c'était vraiment... c'est une simple passion, tu vois. Mais, tu vois, mais pourtant, quand je suis arrivé en région parisienne à Montrouge avec mes potes, bah, on avait peut-être 2 entraînements par semaine, tu vois.
mais enfin, genre le samedi, on passait notre journée là-bas, on sortait, on allait manger ensemble le midi, je me Mhm. rappelle, et on faisait tous les matchs jusqu'au match des seniors, tu vois. Ah ouais? Genre, on regardait, on restait toute l'après-midi, on mangeait ensemble, je me rappelle. Vous jouiez pendant les temps morts sur les Ouais, terrains. on faisait des trucs comme ça, tu sais, tu sais, en plus, bah, à ce moment-là, tu restes, Ouais, tu il vois, est ma plus mère, trop elle venait cette me chance. chercher à la fin de la journée, elle me dit, c'est bon, rentre et tout, tu vois. Et genre, et c'est à ce moment-là que tu commences vraiment à kiffer le basket, tu vois, puisqu'on parlait de basket, on était tout le temps ensemble et tout, et tu vois, on va voir un match, deux matchs, mais c'était des fois juste les gars un peu plus vieux que nous, tu vois. Et en fait, on kiffait, on a adoré, des fois, on faisait la table de marque, tu vois, des trucs comme ça, on était dans les tribunes, on regardait les matchs, on partait, on revenait, et après, il y avait notre match. Et après, bah, vu que tu es vraiment dans le monde associatif, tout le monde joue le samedi Ouais. et du samedi au dimanche, quoi, du samedi midi au dimanche milieu d'après-midi, tu vois, tu as des matchs. Et du coup, nous, c'était comme ça, tu vois, on passait notre week-end un peu sur ça et on finissait par le match des seniors, quoi, tu Ouais. vois, qui était. Mais à ce moment-là, les seniors, Avec une ambiance de fou. mais c'était nos stars, tu vois. Ouais. Quand je pense à tous les gars, Sidamé, Damos, tout ça, tous ces gars-là, et en gros, c'était nos stars à l'époque, tu vois. Genre, on regardait leurs matchs, ils nous coachaient aussi, parce que c'était eux le coach de Ah toute ouais? l'équipe, ouais. Ok, ça c'est C'était cool ça. monstrueux, du coup, on venait voir leurs matchs et tout, on était là, oh, on voyait des dunks, on était fous, tu vois. Et c'était une équipe de D1, tu vois. En région parisienne, c'était pas non plus un niveau Ouais, ouais, exceptionnel, ouais. mais les gars, ils jouaient super bien, tu vois. Et genre, nous, ça nous a vraiment fait kiffer. Ouais. Et après, on s'est tous dit, putain, les gars, faut qu'on y aille, tu Mais cet esprit club, je le trouve vois. Ouais. super important dans des clubs amateurs, entre guillemets. Je trouve que parfois, il y a une bien meilleure ambiance dans des clubs amateurs avec une équipe senior qui fédère, qui est pas Mhm. forcément très forte. Non, c'est Et tu sûr. vois, D1, R2, R1, tu vois, as vraiment quelque chose qui fédère. Et tous les petits ils kiffent, ils sont à fond. Et tu as une vraie ambiance dans le Ouais. club, un club ce qu'on appelle un peu club de campagne aujourd'hui, Ouais. tu vois. Ouais, c'est ça. Après, bon, on est en région parisienne, du coup, il y a le métro et tout, donc je dirais pas que c'est la campagne. Mais non, non, vraiment, c'était vraiment quelque chose d'important pour moi à ce moment-là, puisque c'est ça qui m'a vraiment donné envie de faire du basket, mais vraiment, genre, d'en faire mon métier, tu vois. Mm. Quand je me rappelle, il y a un truc, j'ai un match en tête où, genre, l'équipe senior de ma ville, elle est en D1, elle bat une équipe de N3 en Ah Coupe ouais, de en France. Coupe de Je France, ouais. crois que c'était Drancy. Et on était fous de ce truc-là. Il y avait le maire de la ville, tu vois. En plus, ouais, une ville un peu, tu vois, genre un peu bourgeoise, tu vois, Montrouge, ville du Sud 92, tu vois. Et t'avais le maire comme ça, en costard-cravate, comme ça, qui était en train de regarder le match. Et genre, t'avais un mélange de genre et de culture et tout qui était monstrueux, tu vois, à ce moment-là. Mais on était trop jeunes peut-être pour s'en rendre compte, mais c'était un moment énorme pour nous, tu vois. Ils avaient fait des super saisons après. Et tu vois, genre, je vois encore beaucoup de gars qui sont encore, ben maintenant, qui sont passés dans l'équipe 1, qui étaient Ok. à l'époque à ce moment-là en train de jouer avec nous. Et il y avait une grosse compétition entre nous, tu vois. Et il y a ce truc un peu aussi parisien tu sais, où tu t'es beaucoup un peu dans la vanne, dans le trash talk aussi, Ouais, tu ouais, vois, des ouais, trucs comme ouais. ça, tu vois. Mais après, c'était vraiment des bons souvenirs, c'était un truc super intéressant. Et je pense que c'est ça. Sans ça, peut-être, si ça se trouve, j'aurais jamais fait Ok. du basket mon métier, tu Et à ce moment-là, tu étais encore amateur. vois. Ouais. Et J'étais jeune, j'étais même pas encore en centre de formation à ce moment-là. ouais, à quel moment, tu vois, tu as basculé? Est-ce que tu as fait le pôle espoir? Non. Non? Tu as Non. directement été recruté par un Non, centre de formation après? alors, ouais, alors, à un moment, bah, à ce moment-là, dans ces catégories-là, j'étais U15, et genre, j'étais dans mon petit club autour de chez moi, tu vois, je m'amusais bien, et à un moment, le coach, bah, du coup, Sidamen, il me dit, ah, t'as un profil quand même, tu vois, Mm. ce serait bien que t'ailles voir un autre club et tout, un peu au-dessus, ou qui t'amène pour voir autre chose, tu vois, je me rendais pas compte à ce moment-là, tu vois, pour moi, c'était normal, tu vois, pour moi, j'allais rester dans mon club toute ma vie, Ouais. quoi. Et en gros, il m'amène à Charenton à ce moment-là. Ok. Et je fais un entraînement, tu vois, ça se passe super bien. Et à partir de là, le coach Nicolas Burin, il me dit, bah, maintenant, tu vas venir tous les mercredis, alors que j'étais pas encore licencié, tu vois. Du coup, je fais tous les entraînements quasiment avec eux. En même temps, je m'entraînais à Montrouge. Et c'était comme ça ma première année. J'étais en première année cadet. Et deuxième année cadet, je fais une année complète à Charenton. De base, je venais un peu pour jouer avec les U17 régions. Et au final, je me suis retrouvé toute la fin de saison en cadet France, tu vois. Mm. Et à ce moment-là, bah, le coach des cadets de France, c'était Alban Le Bigot, et qui était assistant coach avec l'équipe de France de U17, avec Ok. Andy Thornton-Jones, qui est l'actuel coach de Poitiers. Mm. Et en gros, il cherchait des joueurs, et il vient à un entraînement un mercredi, puisqu'on avait des longues sessions d'entraînement le mercredi. Ok. Et il vient, il voit vraiment tout, et tout de suite à la fin, il me dit, bon, l'école, c'est comment? T'es intéressé tu veux vraiment le faire et tout? Je dis, bah ouais, ça m'intéresse. Et à ce moment-là, bah, il me propose de venir. Après, j'avais eu d'autres propositions ailleurs dans d'autres clubs ou d'autres Mhm. trucs. Mais à ce moment-là, bah,
c'était un petit club familial idéal, c'était une bonne structure, il y avait à ce moment-là, on peut pas parler vraiment de projet, puisque bah, tu Ouais, vois, t'as 17 ans, ouais, tu découvres le truc. t'as 16 ans, on vient te chercher, on peut pas te dire, bah, votre fils, c'est le prochain LeBron James, tu vois. On peut Ouais, pas te c'est dire ça. ça. Et puis, t'étais Enfin, pas encore ça, passé dans les réseaux bah ouais, voilà, tu vois, je passe un peu traditionnels. sous les radars, et après, bah là, j'ai rattrapé, on va dire, le wagon, et après, bah, ça s'est super bien passé, tu vois, bah, j'ai fait ça, après, je suis passé en espoir, après, bah, en fait, au final, au bout de 3 ans, bah, même pas, dès l'année d'après, je joue mon premier match pro, tu vois, bon, Ah ouais. je fais quelques minutes, tu vois, Ouais, ouais, mais mais dès ma c'est. première saison, je m'entraîne tout le temps avec les pros et tout, une ou deux fois par semaine, tu vois. Et l'année d'après, bah, en gros, il y a eu des blessés et tout. Et là, à ce moment-là, c'était Rudy Nelum, le coach. Et à un moment, il me dit, bah, mec, tu vas devoir jouer. Énorme. Et il me fait rentrer. Et genre, à la fin, il y avait quelques blessés, je me rappelle. Et il me donne mon premier contrat stagiaire sur ma deuxième année. Ok. J'avais 18 ans. Et c'était pas latin avant mes 19 ans. Et je me rappelle, je pars avec eux en déplacement, pop, pop. Et genre, je fais quelques entrées et tout sur la fin de saison. Et après, par la suite, bah, l'année d'après, bah là, j'avais vraiment un contrat stagiaire toute l'année et tout, tous les trucs. Et je m'entraînais constamment. Mais j'étais rentré une ou deux fois, je crois. Et Hmm. après, sur ma dernière année sport, bah, en fait, j'ai fait une saison complète. En fait, Oh, avec les pros. en Pro B, Ouais. ouais, à Poitiers. On a fait les playoffs d'ailleurs contre Orléans avec Thomas Ah Dro ouais. sur le banc en face en assistant. Et du coup, voilà, c'est comme ça que c'est un peu parti, ça allait très vite. Et après, bah, j'ai fait 6 ans en tant que professionnel là-bas, quoi. Donc voilà, Ouais. c'était un cursus, on va dire, différent Ouais, non, au mais c'est vrai. début, mais à la fin, bah, qui est Oui, à la fin, ça t'amène au même au endroit, même au endroit, quoi. final. Alors, c'est quoi ton meilleur souvenir de jeune joueur de basket, en tant que joueur de basket? Ah, de jeunes joueurs de Est-ce que tu as, je basket. sais pas, une C'est-à-dire jeune, compétition, tu me dirais un jusqu'à quel match? âge? Bah, avant que tu signes, que tu joues pro, quoi. Ok, alors je signe pro. Que ce soit en centre de formation, que ce soit avec ton club à Montrouge avant. Non, en vrai, il y a un souvenir. Bon, alors, j'étais en poste de devenir pro à ce moment-là, mais c'était quand on était en espoir, enfin. À ce moment-là, on avait une équipe espoir qui jouait en N3, parce qu'il n'y avait pas encore les espoirs Pro B, Mhm. et on a fait la montée en N2. Ah ouais. Et ouais, on était une jeune équipe espoir, tu vois, et et on a fait la montée en N2, et Oui, parce que le championnat espoir n'existait pas encore à ce moment-là. espoir Pro B n'existait pas. Ah oui, c'est Il y ça, oui. avait que espoir Pro A. Et bon, c'est récent, espoir Pro B, hein, ça fait quoi, 5 ans, je pense. Mm. Et à ce moment-là, ouais, on était en N3 et on a fait la montée. Avec du coup Andy aussi, notre coach, Ok. qui est maintenant coach de l'équipe première. Et ouais, c'était un moment incroyable, puisqu'on était tout le temps ensemble, on vivait tout le temps ensemble, on faisait tout ensemble avec les gars. Et jusqu'à présent, bah, c'est mes potes pour la vie, tu vois. Genre, Mm. on en parle tout le temps. Et on a toujours, tu sais, t'as ces trucs sur Snap. Sur Snapchat, les Ouais. memories et Ouais, tout. ouais, ouais. On a des tonnes à chaque fois à cette période-là de l'année, tu vois. Et Christopher Dobby, c'est le champion pour avoir Ah ouais, tout garder. toute la banque de données possible, quoi. Genre, et ouais, il pose tout le temps des trucs et on en reparle tout le temps, tu vois. Parce que bah, c'était un moment. C'est vivre un petit truc comme ça, Ouais, tu c'est un vois. moment fort quand Ouais, t'es c'est un jeune. moment important, tu vois. Et surtout quand bah, tu sais, tu restes quand même une équipe centre de formation, tu vois, des trucs comme ça. Tu joues un Ouais, peu contre c'est on ça. va dire, des adultes, même si t'es officiellement majeur, tu vois. Ouais, mais ouais. Et puis, mine de rien, une montée, Mm. t'en vis pas beaucoup dans ta vie, même en Ah, tant que pro, hein, c'est quand même très assez peu. rare, hein. Très peu, très très Ouais, peu. ouais. Ouais. Il y en a qui en vivent pas mal, mais Ouais, mais c'est plutôt de la chance que ouais, c'est qu'ils sont là au bon être au moment, bon on va dire. endroit au bon moment, c'est sûr. Mais C'est sûr. Et voilà. Et toi, si t'as ton meilleur souvenir en basket en tant que coach, en tant que, préparateur physique, je veux dire. en tant que préparateur physique, je sais pas, mais je pense que c'est sur les premiers camps que je faisais. Ouais. On faisait l'été, donc on était une équipe de coachs et on s'amusait, tu vois, à faire un truc qui s'appelait How bad do you want it? Oui. Et en fait, une fois dans la semaine, plutôt sur la fin de semaine, soit on faisait une séance une fois que les petits commençaient à se coucher. On avait préparé ça. Ok, on les réveille. Et après, on se mettait genre sur la pelouse du terrain de foot. On faisait des jeux par équipe, tout ça, machin. Ou alors, on le faisait le matin. On les réveillait à 5-6 heures du matin. Et là, allez, tout le monde dehors et tout, machin. Et ça, franchement, c'était les trucs drôles parce que les enfants, ils sont hyper surpris. Si tu les réveilles le matin, il faut les sortir du lit, réussir à les réveiller et tout. Et à chaque fois, au final, tout le monde rigole. Et c'est le moment où nous, en tant que coach, on s'amuse le plus. Parce que bah, c'est un peu décalé. On casse un petit peu la barrière de la hiérarchie parce que bah, on rigole avec les jeunes, tout ça. On est dans un moment presque informel, entre guillemets. Et puis
les jeunes, au début, tu vois, ils comprennent pas trop ce qui se passe. Et en fait, au final, ils adorent et c'est les meilleurs moments, quoi. Yes. Les moments, tu sais, où on sort un petit peu du cadre et on commence à s'amuser. Franchement, c'est les bons moments, tu vois. Ok, ouais, c'est cool. Bon, écoute, Robin, je crois qu'on arrive à la fin de cette Ouais. petite vidéo. Et bah, moi, je te propose de faire une suite dans mon prochain club. Bah écoute, ce sera avec plaisir si jamais on a l'occasion de jouer ensemble la saison prochaine. Ouais, Mais bien sûr ok. que je répondrai à l'appel. Bah, ok. Bah, à très vite alors.